Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver ce soir. Le point sur l'actualité qui débute sur For You Media Africa, votre média panafricain, une thématique centrale, même si on parlera d'un autre sujet. On accueille. Eh bien, en termes de problématique centrale, on va aller du côté de la Côte d'Ivoire. On le rappelle, samedi 20 janvier 2024, du côté de Dabo, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a été désigné comme le candidat du PPACI pour l'élection présidentielle de 2025. C'était lors d'une assemblée générale ordinaire tenue au siège régional du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. La coordination régionale des Grands Ponts a officiellement donc désigné Laurent Gbagbo comme son candidat à l'élection présidentielle qui va se dérouler en 2025 dans ce pays. Mais il faut pas l'oublier, c'est que Laurent Gbagbo a été, on le sait, radié de la liste électorale, mais l'ancien président avait fait savoir qu'il entend se battre pour la réinscription de son nom sur le fichier électoral. On le rappelle d'ailleurs, c'était en juin 2023. Il déclarait, je cite, « Non, 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 je ne laisserai pas mon nom sali sans me battre. Je suis encore debout. » Eh bien, cette candidature est-elle une chance pour l'opposition en Côte d'Ivoire et la fameuse réflexion autour de la dislocation ou la division de cette opposition est-elle encore d'actualité aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo a déposé, du moins M. Laurent Gbagbo a été désigné comme le candidat du PPACI à cette élection présidentielle. On en parle bien sûr dans un instant. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, merci une fois de plus de votre fidélité. On va présenter les invités de ce panel en rappelant qu'on va les accueillir avec la thématique centrale. Ce sera bien sûr également la thématique d'accueil. Ce sera bien sûr avec le concours de la réalisation For You Media Africa, votre média panafricain qui commence, du moins qui a intéressé certains médias qui sont pourtant présentés à la solde de l'impérialisme occidental. Pour ne pas le citer, c'est bien sûr le journal Jeune Afrique dans l'une de ses parutions du 18 janvier dernier qui a titré « Au Cameroun, Serge Espamatomba, nouvel héros du panafricanisme anti-occidental ». Tout à l'heure, la réalisation va peut-être nous afficher ses captures. Eh bien, avec comme photo illustrative le promoteur de ce média, accompagné des panafricanistes Kémy Séba et Nathalie Yamb. Eh bien, outre certaines contre-vérités et informations obsolètes notées dans cet article, un point saillant a quand même retenu notre attention, c'est que For You Media Africa a été qualifié d'instrument de propagation, de propagande russe ou alors de propagande anti-occidentale en Afrique. On dira bien sûr un mot là-dessus. On accueille avec nos invités d'Alvaris Goudjou. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir Manuela Sekendoumé. Bonsoir mon compagnon que vous allez présenter tout à l'heure. Oui. Un bonsoir particulier aux millions de téléspectateurs de For You Media Africa. Et merci pour l'invitation. J'ai saisi l'occasion pour faire un coucou à nos amis ivoiriens. Oui. Nous dire que oui, c'est la CAN et la Côte d'Ivoire a perdu. Oui. Mais la Côte d'Ivoire reste une très grande nation, une grande nation de football avec des figures mythiques telles que Didier Drogba et bien d'autres, et une grande terre d'accueil. Elle a l'honneur aujourd'hui d'accueillir des populations africaines. Je crois qu'on a perdu, on reste fair play, on continue, c'est la fête. Et on est fiers que ce soit la Côte d'Ivoire qui accueille malgré la défaite de ce soir. Une fête qui semble en tout cas qui est bien organisée lorsqu'on regarde. Exact, il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Oui. Et nous disons merci pour le peuple ivoirien, pour ce qu'ils font. La fête continue même si on a perdu. Alors d'Alvaris Goudjou, avant effectivement de présenter l'autre invité, un mot peut-être sur cet article. On est, je pense, habitué quand même à ce type de sortie de certains médias. Vous êtes dans ce combat depuis bon nombre d'années. Cette fois-ci, For You Media Africa a été au cœur justement de cette réflexion sur Jeune Afrique, comme on a pu le voir. On va encore afficher la réalisation dans cet article du 18 janvier, on le rappelle, instrument de propagation russe ou alors de propagande anti-occidentale en Afrique. Moi, je pense pour ma part que For You Media devrait beaucoup plus se réjouir. Pour nous, ce sont les éléments. Ce sont les éléments de baromètre qui vous permettent de vous réjouir. Pourquoi? Parce que quand vous mettez la marmite au feu,
avec un bon feu en bas. Si à un moment, après une certaine période, la marmite ne chauffe pas, ça fait problème. Mais ça commence à chauffer, ça veut dire que le feu est en train de faire son effet. Pourquoi? Et comme le disait un leader africain, que le jour où vous allez entendre les Occidentaux le féliciter, il ne faut plus le saluer. Sachez qu'il vous a trahi. Alors si c'est un média qui est proche des services secrets français, puisqu'en réalité, Jeune Afrique est très soutenu par le Quai d'Orsay et le renseignement intérieur et extérieur français, qui aujourd'hui trouve que For You Media Africa est un instrument de la propagande russe, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que For You Media est en train de faire son travail de conscientisation des peuples africains et que cela déplaît à certaines personnes quelque part. Parce qu'il faut bien le remarquer que la plupart des médias qui ont eu une trajectoire qui n'est pas identique à celle défendue par l'Occident, c'est toujours traduit par... a toujours été taxé d'être la propagande. Mais s'il faut regarder les gens qui font la propagande, quand vous regardez d'autres médias, soi-disant occidentaux, soit même démocratiques, ce sont eux qui font la propagande. Ça veut dire en réalité, quand vous regardez un débat chez eux, c'est difficile que vous voyez des personnes qui ont des points de vue différents. Le panel est bien choisi pour laisser un seul point de vue. Or, dans beaucoup de plateaux sur For You Media, on n'a pas forcément les points de vue identiques. Et jamais sur For You Media, on a dit, moi personnellement, Goudjou, on ne m'a jamais dit de dire ce que je vais dire. Moi, je viens avec mon analyse et je m'exprime tout librement. Alors que généralement, sur les médias de ces personnes-là, ce n'est pas la même chose. Sur les médias, généralement, on vous dit ce que vous allez dire. Parfois même, je regardais sur une chaîne récemment, je crois que c'était LCI, mais une personne qui n'avait pas le même point de vue que les journalistes par rapport à la situation à Gaza, pratiquement se sentait, s'est vu étouffé à plusieurs reprises. Je vais dire, moi c'est une bonne chose. Si on trouve que nous sommes une chaîne de propagande, il n'y a pas de problème. Moi c'est de regarder, c'est que, est-ce que nous défendons les intérêts des Africains? Oui. Et si les intérêts momentanés, conjoncturel des Africains, c'est de travailler avec la Fédération de Russie, j'ai dit c'est une bonne chose. La preuve, on a vu ici là, au Burkina Faso, quand le président Traoré est parti au sommet de Saint-Pétersbourg, il est rentré avec une centrale nucléaire. Nous sommes à 60-70 ans après les indépendances entre guillemets. On ne pense même pas à une centrale nucléaire. Alors que la centrale, dans beaucoup de pays occidentaux, pratiquement tous ces pays occidentaux ont une suffisance énergétique pour développer leurs industries parce qu'ils utilisent l'énergie nucléaire. Mais nous avons du minerai, de l'uranium à partir de laquelle on fait l'énergie atomique, mais on nous a jamais permis d'utiliser cela. C'est bon pour exporter comme au Niger, pour ne pas le citer. On voit les cas comme au Niger où le Niger est contraint d'importer l'électricité du Nigeria, alors que le Niger produit dans les mines, même à Imuraren, de l'uranium qui alimente les villes en Europe, qui alimente les villes en France. Je vais dire, pour nous, c'est une bonne chose. Si ça veut vraiment dire que la ligne éditoriale de For You Media TV Africa n'est pas identique, n'est pas collée aux intérêts des Occidentaux, car nous savons que les intérêts des Occidentaux ne sont pas forcément les intérêts des Africains. Merci à vous. Dalvaris Goudjou, passion parfaite dans notre invité de ce soir. Bonsoir déjà à vous, cher monsieur. Bonsoir Manuel Assis Kandoumbe. Bonsoir à mon ami Dalvaris, le docteur Dalvaris Goudjou. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, de téléauditeurs et à nos valeureux techniciens. Une fois de plus, merci pour cette invitation. Merci à vous également, Passion Parfait d'Homme. Moi aussi, en ce qui concerne cette sortie de Jeune Afrique sur For You Media Africa, vous êtes l'un parmi tant d'autres des artisans, ceux-là qui ont soutenu ce média depuis le début, effectivement. Aujourd'hui, je peux le dire ainsi, taxé, même si Dalvaris Goudjou l'a dit, pour lui c'est une bonne chose. Alors, si maintenant le journal Jeune Afrique peut oser faire tout un ensemble d'articles, j'allais même dire assez large, pour qualifier le président Serge Espoir Matomba de nouvel héros de panafricanisme à la sorte de la Russie. Cela veut dire tout simplement que ce média panafricain qu'est For You Media Africa TV est sur la bonne voie. Pourquoi elle est sur la bonne voie? Parce que je vous rappelle quand même que Jeune Afrique lui-même, depuis Béchi Ben Yamed, qui a été repris par son fils, je crois, Marwan Ben Yamed, c'est un instrument du Quai d'Orsay à la solde de la politique française sur notre continent. Et qui, jusqu'à un passé récent, s'était vu être comme la voie autorisée des palais présidentiels africains dans le giron France-africain.
jusqu'à qu'il y ait une révolte des médias locaux africains qui ont décidé cette fois-ci de donner l'information, de dire l'Afrique à partir de la vision des Africains eux-mêmes de manière propre. Et Davaris a commencé à égrener un certain nombre d'éléments qu'on peut mettre sur la table. Le contentieux historique entre la France et l'Afrique part de là. C'est-à-dire pratiquement dans tout le globe, les autres espaces dans le monde sont en train de se développer. Même des pays qui sont venus chercher des recettes chez nous. Quand on dit aujourd'hui que la Malaisie, c'est le champion du monde dans la production de l'huile de palme, mais est-ce que les Camerounais et les Africains sont conscients que c'est au niveau de l'Irak, n'est-ce pas, du Cameroun, que ces gens sont venus chercher des pépinières, n'est-ce pas, et des solutions pour lancer leur développement dans les palmeraies chez eux? Et il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de domaines. Même la Corée du Sud, à un moment donné, était obligée de venir au début de nos indépendances pour prendre des recettes pour développer chez eux. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Pour que le reste du monde puisse tirer vers le haut, et que subitement, le précaré français qui était chuchoté par Paris reste dans une situation de régression quasi permanente. Pratiquement de Dakar à Brazzaville. Et c'est là donc que des jeunes commencent à émerger. Les jeunes commencent à émerger. Ils commencent à se lancer. Et ils comprennent éminemment que l'un des combats clés pour sortir l'Afrique de cette gadoue, ça va être le combat médiatique, qu'il ne faut justement pas négliger. Parce que qui formate les esprits est capable, n'est-ce pas, d'orienter leur destin. Or, les médias jouent un rôle majeur dans le formatage des esprits ou bien dans le déformatage des esprits. Ils se sont donc lancés et le président Serge Matumba, qui est d'abord un homme politique et qui, après analyse, s'est rendu compte que même les élections dont on parle, même le fait qu'on se batte pour être président de la République du Cameroun et d'autres pays africains, si on ne règle pas la question de ces indépendances factices qui nous ont été octroyées, on ne peut pas du tout penser qu'on va résoudre l'équation pour sortir le peuple de la misère. Or, quels sont donc les éléments bloquants? Ces éléments bloquants, on les voit, ils sont là. C'est clair. Tout Africain, conscient et conséquent, qui aime son pays, qui aime son peuple, qui aime l'Afrique, qui a de l'ambition pour son continent, ne peut que épouser cette voie. La voie royale de nos prédécesseurs, les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba, les Ruben Oumiobe, les Olympio, etc., etc. Parce que c'est la voie qui va nous permettre de sortir justement de cette cage de fer. Or, médiatiquement, effectivement, on ne peut que l'épouser. Aujourd'hui, tenter de faire de nous des supplétifs de la Russie sur notre continent parce qu'enfin, les Africains sont décidés de se libérer, c'est des espèces de vocations bébéistes dont on a voulu faire des dirigeants et des leaders africains habitant éternam. Non, non et mille fois non. Il faut dire à Jeune Afrique, nous savons, quand vous avez des gens comme M. François Soudan, qui était un grand éditorialiste de Jeune Afrique, mais qui n'a pas désigné, il n'a pas hésité à épouser la nièce du président Sassou Nguesso, dont la cuisine était adossée sur un puits de pétrole. On comprend très bien pourquoi aujourd'hui on peut taxer un média comme For You, Média Africa, de médias à la sorte de la Russie. Mais mieux encore, elle est d'abord vient de le dire. C'est l'un des rares plateaux où les avis sont divergents. Chacun vient avec ses propositions. Même dans le cadre de ce qu'on appelle le groupe des panafricanistes ou bien les panafricains. Nous n'avons pas les mêmes postures vis-à-vis de l'actualité et des situations qui se posent dans notre continent. Ils le savent pertinemment. Ils le savent. D'abord, cet article que j'ai lu, il faut le retoquer parce qu'il y a des informations concernant For You Media Africa qui sont obsolètes. Tout à fait. Ouais, il faut essayer de les dater, comme on dit, parce qu'elles sont complètement dépassées sur certaines personnalités ou bien personnages. Donc, je crois que panafricanisme, African For You Media Africa est un média panafricaniste, certes, parce que c'est la voie royale pour tenter de décrocher, de sortir l'Afrique de ce marasme quasi endémique dans lequel nous sommes plongés.
Regardez, Madame Manuela, depuis que la France nous dirige, je vous dis du Sénégal à Dakar, les problèmes que nous affrontons, ils sont quasi structurels, ils ne sont même pas conjoncturels. Si vous avez un problème de manque d'indépendance énergétique tout à l'heure, vous l'avez pratiquement de Dakar à Brazzaville. Si vous avez des questions d'accès à l'eau potable, vous les avez pratiquement de Dakar à Brazzaville. Des questions d'infrastructures, que ce soit les hôpitaux, les routes, les universités, etc. Il y a quelques légères différences. Oui. Mais dans le fond, fondamentalement, ce sont les mêmes tares. Vous expliquez ça comment? Maintenant, ne parlons donc pas de la question sécuritaire. On a été opposé à Boko Haram. On voit nos frères de Sahel qui sont opposés à des troupes djihadistes qui ont été inventées de toutes parts et qui sont nourries par qui on sait. On voit la République centrafricaine qui est embourbée dans des guerres qu'elle n'a pas demandées. Mais on a donc un nouveau partenaire parce qu'en fait le monde a changé, la géopolitique mondiale changeant, et qui ne vient pas nous soumettre, nous imposer les forces CEPA, nous imposer les accords de coopération, nous imposer même les histoires de porte-plume à l'ONU, etc. etc. Mais qui vient nous aider justement à créer des solutions pour que sur le plan sécuritaire, nous soyons maîtres du jeu. Si vous n'avez pas la capacité d'assurer vous-même votre propre sécurité, tous les autres projets de développement ne peuvent pas prospérer. C'est impossible. Est-ce que les gens en Afrique ne le savent pas? Ne le savent-ils pas? Donc, avoir un instrument comme celui-ci, où ces questions-là sont au cœur des débats de manière quasi permanente, en quoi cela générerait-il ses amis? Et je dis, l'une des spécificités de For You Media Africa, c'est que For You Media Africa est toujours présent partout où le destin de l'Afrique se joue. For You Media était présent aux États-Unis lors du sommet États-Unis-Afrique. Vous étiez là-bas. For You Media était présent en France lors comment vous appelez, France-Afrique, de M. Macron. Vous étiez là-bas. Donc For You Media était aussi en Russie lors du sommet de Saint-Pétersbourg. Pourquoi ça pose problème? Vous étiez en Occident 2 fois et en Russie 1 seule fois. Pourquoi ça pose le problème? Et vous donnez la parole à tout le monde. Même aux gens qui ont des avis contradictoires, je l'ai dit, j'insiste là-dessus. Donc je pense que vous êtes sur la bonne voie, nous sommes sur la bonne voie, tous sur la bonne voie. Nous demandons tout simplement à ceux qui pensent qu'ils ont un avis contraire à émettre par rapport à la vie des panafricanistes que nous sommes, que ce plateau leur est ouvert. Bien sûr. La contradiction, c'est la chose la mieux partagée sur ce plateau et qui vient de faire. Mais les articles qui donnent des coups en dessous de la ceinture, présentant les uns les autres, parce que les gens dans une fraternité africaine ont décidé de recevoir soit Kémy Séba, soit Nathalie Yamb, de leur ouvrir leur plateau. Ne faites pas forcément de ces histoires Matomba de supplétif de qui que ce soit. Je sais que c'est dans la culture. Chaque fois que quelqu'un émerge, c'est parce qu'en bas, il est bien soutenu. Ici, c'est la liberté de ton. Nous demandons à Jeune Afrique, à son rédacteur en chef, de venir faire des débats ici avec nous. Il verra très bien que c'est la chose la mieux partagée ici. C'est justement cette contradiction qui nous tient tant au cœur. Merci. Parce que nous savons que c'est de la contradiction que naît justement la vérité. Merci à vous. Passion parfum d'homme sans transition, la thématique principale. Tout à l'heure, on verra si on pourra aller du côté du standard d'Alvarez Goudjou, Laurent Gbagbo, qui a donc été désigné candidat du PPACI dans le cadre de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, même si on connaît en tout cas tout ce qu'il y a autour, ou toutes les batailles qu'il devra livrer justement pour que cela soit légal en Côte d'Ivoire. Mais il y a beaucoup d'interrogations quand même depuis l'annonce de cette candidature. Certains estiment que Laurent Gbagbo aurait pu passer le flambeau, d'autres pensent qu'il est la personne idéale pour représenter l'opposition, alors pour faire face au pouvoir en place. Votre avis? Vous savez, Manuela, ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas parlé des thématiques liées à la Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'est très exceptionnellement que je suis venu. Quand j'ai vu cette thématique, en fait, c'était parce que c'était vous. Je ne viendrai pas. Pourquoi? Vous savez, la première fois que je parle sur les médias panafricains, c'était en fin 2010, ensuite 2011. C'était des questions liées à la Côte d'Ivoire. Effectivement. Le président Gbagbo. La crise ivoirienne. La crise post-électorale. Oui. Et croyez-moi, on s'est battu comme on a pu.
Certains de nos camarades en ont laissé les plumes. Oui. Certains en ont laissé la vie. Moi, j'ai fait face à 2 tentatives d'empoisonnement en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Abidjan, suivi. Et croyez-moi, l'Afrique en général, mais le Cameroun en particulier, en a donné pour le président Laurent Gbagbo. Lui-même, il le dit. Quand il était à La Haye, même quand il est parti en Belgique, lui-même, il dit en témoignage que la plupart des gens, les milliers de personnes qui étaient derrière lui, c'était des Camerounais. Au point où tout le monde était Camerounais. Il y avait peu d'Ivoiriens que des Camerounais. À plusieurs reprises, les médias camerounais panafricains ont envoyé des gens soutenir le président Gbagbo. Sincèrement, ça serait être hypocrite si je vous dis que je n'ai pas eu de l'amertume dans mon cœur, que quand le président Gbagbo a été libéré, que les premiers médias à qui il accorde des interviews, ce soient les médias qui ont vraiment fait la propagande contre lui. Quelques années alors plus qu'il y avait un média qui l'a soutenu. Exact, Afrique Média pour ne pas... Média, oui. Tout à fait, jusqu'à ce qu'il sorte effectivement de prison. Nous faisions des émissions en matinée. Je me rappelle, on faisait une émission spéciale quand on l'avait arrêté à Ouadonmelo, ici à l'aéroport, June Diawo et moi. Tard dans la nuit, on nous appelait, on l'arrêtait. On battait jusque tard, laissant nos familles, prenant des risques, jusqu'à ce qu'Ouadonmelo soit libéré. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour le président Gbagbo? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Que le président sorte et que ses premières interviews, c'est à France 24, c'est à TV5. C'est pas sérieux, c'est pas bien. Croyez-moi, c'est resté dans mon cœur. Je ne peux pas ne pas aborder les questions qui le touchent, qui touchent la campagne, qui touchent la Côte d'Ivoire, en mettant tout cela de côté. Quand le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, j'ai encore été plus touché négativement. Quel que soit ce qui s'était passé. Nous sommes des Africains. Quand les grandes lentes opérations, ils envoient le GIGN français arrêter le président Gbagbo dans le bunker. On est quand même avec sa femme, Simone. Simone est violentée, martyrisée, violée entre guillemets. Mais quand même, quand le président arrive à l'aéroport, le traitement accordé à Simone, est-ce que ça méritait? Ça même, Simone, au-delà d'être sa femme, était quand même sa compagne de souffrance. Ils ont fait la prison ensemble. Ils ont été arrêtés ensemble. Ils ont bataillé ensemble. Il y a des divergences. Au moins devant des caméras, devant les foules. Est-ce qu'on a besoin de la repousser de cette manière? On peut gérer ça autrement. On peut divorcer. On peut tout faire. Mais la repousser de cette manière, vraiment, je serais hypocrite si je dis que ça ne m'a pas blessé. On peut faire les accolades. C'est quand même mon épouse. On n'aime pas. Même si on a divergence, même si j'ai une autre épouse. Oui. Repousser Simone comme ça. On laisse. Et que comme quand le président rentre, est-ce qu'il a besoin que dans la semaine qui suivait, pas te faire une demande de divorce? Chez nous, on peut s'asseoir. Ça ne court pas, monsieur le président. Est-ce qu'il fallait vraiment humilier Simone de la sorte? Est-ce qu'on a besoin de ça? Pour une femme qui a risqué sa vie aussi pour toi. Parce que le frère de Simone aujourd'hui, le général Dorboblé, il est toujours en prison. Il est très malade. J'ai vu les photos de lui de la semaine passée. Il est presque aveugle. C'était lui, Dorboblé, c'était lui, le chef de la garde rapprochée du président Gbagbo. Est-ce qu'on peut gérer les gens comme ça? On quitte. Ok, vous faites le divorce. Vous l'humiliez. Même au sein du parti, il fallait à tout pour que Simone ne soit rien. Jusqu'à elle a créé un mouvement. Je suis bien beau. Nous parlons des choses. Hier encore, je parlais avec mon ami Serge, qui est à Abidjan, après l'ouverture de la CAN. Moi, je fais un commentaire avec lui. Je lui dis, mais gars, on a vu que vous avez fait beaucoup d'investissements, mais c'est comme si le stade était quand même vide. Il me dit, oui. Dalvaris, il y avait 38 000 personnes. 38 000 personnes sur 60 000 la capacité du stade de Alassane Ouattara. J'ai dit, mais pourquoi cela? Alors, vous avez dit que non, Dalvaris, on fait une CAN. La CAN, c'est une fête. Mais on ne peut pas fêter quand nos frères sont en prison. On peut pas. Il dit, moi-même, mon papa était gendarme. On est venu chez moi, on a enlevé mon grand frère. Oh, je n'ai plus jamais revu mon grand frère aujourd'hui. Et ma maman en est morte. Parce qu'elle ne savait pas où il y a son enfant. Jusqu'à aujourd'hui. Dalvaris, qu'est-ce que nous allons fêter? On a vu le président Gbagbo avec son frère. Il dit que son frère, c'est Ouattara. On ne refuse pas. Et nos frères qui sont morts, sont les enfants de qui? Nous allons nous réjouir de quoi? Donc pour vous dire, j'en parlais encore avec Madame Yawoko, vous connaissez, elle me dit que d'abord, ce n'est pas la fête chez nous. On ne peut pas fêter quand nos frères sont en prison, quand d'autres sont morts, quand d'autres sont toujours en exil. On ne peut pas faire une vraie fête. Je veux dire, dans un contexte comme celui-ci, Manuela, vraiment, si je vous dis que je suis content aujourd'hui, c'est vrai, le président Gbagbo, je le respecte beaucoup, en tant que papa, en tant que leader, en tant que. Mais je pense qu'on pourrait refaire les choses autrement.
On peut pas sortir de prison. Vous voyez, quand le président est avec le président Ouattara, ils prennent des photos, il a eu ses dédommagements de combien de milliards, c'était 4 milliards, je ne sais pas combien. Mais pendant que les Dorboblés sont en prison, ils sont nombreux là, on ne les a même pas rendus visite. Qui ont défendu... Le président, oui, sa cause. Oui. Beaucoup sont en prison. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers une campagne présidentielle pour 2025. On veut se représenter, c'est bien beau. Mais les autres là, c'est comment? Le traitement qu'on accorde à Simon, c'était quoi? Les autres, n'en parlons pas. Les gars qui sont en prison, c'était quoi? Moi, je dis, je respecte le point de vue du président Gbagbo, mais très sincèrement, je suis déçu. Et pour sortir, je vais vous dire que hier, j'étais à Bolanjo, je faisais une conférence là-bas. Et vous savez, actuellement, ces dossiers qui sont clos, vous savez que la plupart des archives qui ont permis de libérer le président Gbagbo, c'est au Cameroun, c'était conservé. Okay. Maître Kadjan a travaillé. Parce qu'il y avait la sécurité nulle part. Comme Gbagbo lui-même le dit. Vous avez lu son livre. Il dit que le seul chef d'État qui le prenait au téléphone, c'est le président Paul Biya. Il appelait, personne ne prenait son téléphone. C'est le seul, même quand il était sous les bombes, c'est le président Paul Biya. Mais quand le président Gbagbo sort de prison, il prend son avion ici, il traverse le Cameroun, il va à Kinshasa, à un mariage. Il reprend son avion, il traverse le Cameroun, il va à Abidjan. Jusqu'à aujourd'hui. Et pire, quand on a parlé à un de ses porte-parole par rapport à la question médiatique, avec tout ce que nous avons fait pour vous, vous trouvez que la première interview, c'est à des médias français? Et ça m'a beaucoup écœuré, parce que quand je vois les innovations que vous faites, je parlais avec votre technicien aujourd'hui, quand je vois les efforts particuliers que vous faites, avec tout ce matériel acheté, avec tout ce matériel installé, qui ne coupe pas les rues, pour tous les directs que vous faites, et que la réponse d'un de ces porte-parole, c'est que Afrique Média n'avait pas assez de matériel pour lui faire une interview. J'ai dit, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Quand on fait les directs depuis Addis Abeba, quand on fait les directs depuis la Haye que vous étiez, maintenant pour avec 2 caméras faire une interview dans une pièce, on n'a pas ce matériel. Moi je dis, sincèrement, Manu, je respecte beaucoup le président Gbagbo, je respecte le peuple ivoirien, mais quand je fais le bilan de tout cela, même après qu'il soit sorti, donc il n'a jamais eu une seule minute pour prendre un avion venir au Cameroun. Les gens étaient prêts à donner des maisons au Cameroun, à donner des terrains au Cameroun. Et il le dit. Même financièrement, on a soutenu. Pour soutenir ses avocats, le Cameroun a soutenu financièrement, l'État du Cameroun a soutenu. Vous pensez qu'on a tellement trop peu fait pour pouvoir mériter même un clin d'œil? Pas plus que ça. Que vous, For You Media et tous ces gars-là, on ne peut pas vous accorder une interview du président Gbagbo? Que ce soit des Français, il est sur RFI matin, midi et soir. Ce même, moi j'ai encore le visage de la directrice de RFI, j'oublie son nom, Vanessa Boufgraf. Je me rappelle de son visage le jour quand on a arrêté. Elle exultait sur le plateau. Ce n'est pas du journalisme ça. C'est ça qu'on appelle la propagande. Et quand il faut encore parler du président Gbagbo, je dis, je respecte le point de vue du président. Je respecte sa décision, ou la décision du parti de l'inciter à candidater. Mais très sincèrement, j'ai l'impression que beaucoup d'eau sont passés sur le pont. C'est ce que je peux dire sur ce sujet. Et très sincèrement, c'est par respect que je suis venu. Merci. Je ne viendrai pas. Goudjou, pour le respect à nous attribuer, merci. Alors, question parfait. C'est vrai, candidature de Laurent Gbagbo, mais si on suit d'Alvarez Goudjou, comme il a dit, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Vous également, vous pensez que, d'ailleurs, il rapportait aussi là sur ce plateau une conversation avec ce compatriote ivoirien. Vous pensez également que c'est mal aujourd'hui, cette candidature n'est peut-être pas la bienvenue. Il faut d'abord résoudre un certain nombre de problèmes avant peut-être de penser à cela. Votre avis, Passion Parfait. Écoutez, j'ai écouté mon jeune frère Ahmed Alvarez, où il a parlé avec son cœur. Oui. Et il a exprimé un malaise qu'ont ressenti presque la quasi-totalité de cette armée de combattants africains qui ont défendu le président Laurent Gbagbo. Moi, je suis même très proche de ceux qui sont autour de lui, vous le savez. Bien sûr. J'ai dû faire un déplacement dans le cadre du réseau de communicateurs panafricains pour le Bénin, où j'ai rencontré la plupart de ces gars, que ce soit Damana Diapikas, que ce soit
connaît Katina, que ce soit Douaï, aujourd'hui qui est remonté dans l'échelon de parti. Beaucoup, je ne serai pas exhaustif ici à les citer tous. Mais moi, ma gêne dans cette affaire, c'est que quand je suis allé, je suis un épéciste, je sais ce que c'est. Des mouvements qui ont été brimés. Parce que quand un mouvement a été brimé, comme le FPI de l'époque qui est devenu a été brimé, vous avez des tendances au sein de même mouvement. Oui. Parce que vous avez les solidarités de ceux qui ont été en prison. C'est des solidarités à part. Vous avez les solidarités des déplacés internes. Ils ont des formes de solidarité à part. Vous avez les solidarités de ceux qui étaient en exil. Ils ont des formes de solidarité à part. Vous avez des solidarités, maintenant même, et malheureusement la Côte d'Ivoire tombe dans ce panneau, des clivages religieux. Et Dieu sait qui en a au niveau de la Côte d'Ivoire. Et en fonction de ces clivages, ces formes de solidarité, ça finit par déclencher une forme de guerre pour le contrôle du parti. Et c'est ça qui explique justement ce que nous avons vécu. Bon, j'ai eu à rencontrer d'autres dirigeants des FPI de l'époque à qui j'ai fait part de notre incompréhension. J'ai dit presque une quasi-colère du traitement qui fut réservé à Mme Simone Gbagbo à l'époque. C'est un peu comme de Mandela. Mais Mandela, au moins, avait laissé que le triomphe, c'est-à-dire que l'allée triomphale se fasse avec la Grande Unie, quitte à ce que plus tard, leurs divergences produisent autre chose. Mais ici, dès l'aéroport déjà, ça a déchiré le cœur de plus d'un. Mais ça, c'est quoi? Bon, passons. Mais d'abord, nous sommes en politique. Malheureusement. Nous sommes en politique et il faut tenir compte du fait que nous sommes en politique. Et par rapport à cela, je dirais que moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, ça c'est le passé. Mais toi, tu parles des gens qui sont en prison. Que faisons-nous de morts? Des milliers de morts. Mais nous sommes en politique. En politique, on regarde toujours de l'avant. Et en politique, on est froid. On ne fait pas la politique avec les émotions. Donc même la collade avec Ouattara, ça fait partie de l'obligation de la politique. Sinon, vous restez des ennemis, chacun avec son couteau entre les dents. Et non, mais si on veut construire l'avenir, si on veut se lancer dans une réconciliation, on est obligé d'avoir des couleuvres. La politique est ainsi faite. On a vu certains se filmer, prendre une photo à côté de la photo de Ouattara et ils ont reçu des pierres. Contrairement à... Oui, oui. Il faut quand même une certaine... Oui, mais parce que les hégémons principaux de la crise ivoirienne étaient là. Ils étaient trois encore en vie. Ouattara, Bédié et Gbagbo. Bédié, paix à son âme, il est parti. C'est à eux sur le plan symbolique qui revenaient dans un premier temps. Hein? Cette présentation symbolique de la réconciliation, bien qu'elle ait été rejetée par M. Ouattara. Il faut aller à la réconciliation. Et quand on voit la réconciliation, regardez les Sud-Africains. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Sud-Africains blancs qui, pour eux, ils n'ont commis aucun crime. Hein. Pour eux, l'apartheid, c'est normal. D'ailleurs, ils continuent même de l'appliquer sous des formes diverses. Même dans certaines villes. Attention. Donc, c'est jamais un processus gagné totalement. Il y a toujours des réminiscences, des petits trucs, mais on fait avec pour pouvoir avancer. Parce que malheureusement, nous sommes passés par la case du diable, si je peux m'exprimer ainsi. Mais puisque nous sommes en politique, il faut savoir avancer avec ces fardeaux. On n'a pas beaucoup de choix. Ce que je reproche à la gauche ivoirienne, c'est son incapacité à fédérer ses divergences. Pour pouvoir produire à la Côte d'Ivoire une organisation de gauche réelle, capable de mettre en difficulté le camp Ouattara qui, malheureusement, avec cette division de ces gauches-là, il risque, pour les échéances futures, comme on l'a vu, faire dernièrement avec une élection qui était truquée, c'est un secret de polichinelle, mais il risque de continuer sur cette voie-là et de s'autoproclamer vainqueur pour les prochaines consultations électorales. Et là, alors, c'est là que moi, je peux indexer le président Gbagbo. Ce qui a été fait, a été fait. Maintenant, la priorité, ce n'est pas sa candidature. La priorité, c'est de fédérer
la gauche ivoirienne. En commençant par... Possible? Mais tant qu'on vit, tout est possible. Tant qu'on vit, tout est possible. Puisque les difficultés sont là. Mais je te dis que les camps se sont formés, ils sont avec une radicalité incroyable. Ouais. Et je dis que le président Gbagbo doit prendre son bâton de pèlerin pour aller rencontrer les autres. Et leur dire qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on avance. Je peux être aussi critique vis-à-vis de certains. Et même de Simone. Et même de Blais. Moi, à la place de Blais, je n'aurais pas créé de parti. Je me mettais derrière le président Laurent. Quels qu'en soient les Golubins et les Tachas que je reçois. Pourquoi? Parce que de tous les jeunes là, ouais, dont l'avenir tend la main après, de manière naturelle, le départ de Gbagbo, qui était le mieux positionné pour réclamer l'héritage de Laurent Gbagbo? C'était Blé Goudé. Mais en se détachant et en créant sa propre organisation, qui n'est pas l'organisation de Laurent Gbagbo, je sais que ce n'est pas facile, hein? J'ai beau le dire avec beaucoup de facilité, mais je vous dis les contradictions, les antagonismes qu'il y a dans ce camp que j'ai constaté, c'est que c'est ça la politique. C'est ça la politique. Bon, une fois de plus, je continue de dire, la priorité pour moi, ce n'est pas la candidature du président Gbagbo. La priorité pour moi, c'est la reconstruction de la gauche ivoirienne. Et je ne vois pas de signaux qui m'indiquent qu'il y a quelqu'un qui prend à cœur cette exigence-là. Et c'est pour cela que je continue de dire, bon, peut-être que nous sommes partis pour une guerre de clans qui risque d'être une guerre de 100 ans, une fois de plus, mais avec des gens qui ont des ambitions qui ne prennent pas en compte la souffrance réelle du peuple ivoirien. Tout à l'heure, Dervaris vous dit pourquoi les stades sont vides. Ouais. Qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai rencontré Paul Doku qui est décédé, paix à son âme, l'un des leaders, ouais. Il m'a raconté, il avait des dossiers. Ce que les ouais ont suivi, il n'y a pas que. Mais je prends seulement cet exemple comme pour illustrer, n'est-ce pas, la souffrance de ce que ce peuple a connu. Mais comment on va faire pour nous donner des chances pour qu'on rééquilibre le jeu politique en Côte d'Ivoire, pour qu'on donne la possibilité à la commission Vérité, Justice et Réconciliation, pour qu'on puisse enfin panser les plaies de la Côte d'Ivoire, organiser le deuil de ces milliers d'Ivoiriens qui ont été assassinés de manière brutale et barbare, et dont certains, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît même pas les sépultures, que c'est les prisonniers qui sont encore en prison. Il a parlé de Gérald Dougbé, mais d'autres, qu'on continue d'ailleurs d'arrêter. Le pauvre Steve Biko, ce jeune Ivoirien qui était en Mauritanie, donc Ouattara a tout fait pour qu'on le ramène jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a la camp qui se joue, personne ne sait où se trouve Steve Biko. Voilà un état. Donc je crois que ce qu'on a fait, Manu, avec l'aide de nous tous, ce n'était pas parce que nous attendions forcément en retour une récompense. Parce que c'est l'Afrique qui était assassinée. Parce que c'est l'Afrique qui était pétinée. Parce qu'une fois de plus, on ramenait l'Afrique à l'âge de l'esclavage. Et nous avons dit non, c'est inacceptable pour des panafricains que nous sommes. Mais quand même, moi j'étais en Centrafrique, j'ai eu l'honneur de rencontrer le président Touadéra et qui m'a dit personnellement, merci, patient parfum d'homme, pour le soutien que tu as apporté à mon peuple, à mon pays et à toute l'Afrique. C'est ce que nous attendons. Nous n'attendons rien d'autre que cela. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu encore du côté de la Côte d'Ivoire. C'est peut-être un coup de gueule, mais c'est aussi un appel pour que vraiment les dirigeants ivoiriens, surtout ceux qui se battent là aujourd'hui, puissent comprendre que je sors par là. Manu, j'avais mon pick-up à l'époque. Le jour où on a donné le président Gbagbo, parce que chaque jour, quand les bombardements se suivaient, j'avais un vieux, il était à Yaoundé, qui était un Bamois. Et chaque fois, il m'arrêtait, il me dit, mon fils, dis-moi, aujourd'hui c'est comment? Hein? Dis-moi l'évolution des combats. Et je lui racontais les bribes que je pouvais. Le jour où on a donné le président Gbagbo, il était en panne. Il était pratiquement au niveau de la chaussée. Quand il a vu mon pick-up arriver, j'avais un pick-up
Mitsubishi L200, il s'est mis carrément au milieu de la route. J'ai dit, papa Ant, il me dit que dis-moi, ce que j'entends là est vrai. J'ai dit, c'est vrai. Il a été arrêté et actuellement, il est entre les mains des troupes de Ouattara. 2 jours plus tard, ce vieux va faire une attaque cardiaque violente. Il va décéder. J'ai fait ce témoignage pour dire qu'il y a eu des milliers d'Africains les victimes ivoiriennes qui sont morts comme ça. Est-ce que certains leaders et dirigeants ivoiriens en ont conscience? Est-ce qu'ils en ont vraiment conscience de ce qu'ils ont représenté? Et d'ailleurs, qu'ils continuent de représenter pour l'Afrique, pour avoir été ceux-là qui ont dit non à la domination de la France et qui nous ont donné cet espoir-là. Je ne parle pas du soutien de l'UPC et donc jusqu'à aujourd'hui on continue de se poser si père à son âme le professeur Mokoko Priso, je n'ai même pas vu même un message de condoléances quand il est parti de la part de nos camarades. C'est aussi ça le combat, c'est aussi ça la lutte. Merci à vous, Passion Parfendum. On a encore une dizaine de minutes seulement pour conclure cette émission, mais on va faire un petit détour au standard. On espère que ça va aller du côté du standard. Avec Jean depuis les États-Unis. Bienvenue, monsieur Jean. Monsieur Jean est au standard. La réalisation. Ok. Des soucis malheureusement avec monsieur Jean. On espère en tout cas que pour le temps qui nous reste, vous pourrez nous retrouver. On laisse la technique gérer ce problème. Nous, on va essayer de conclure ici. D'Alvarez Goudjou, en quelques mots. Alors, finalement, Laurent Gbagbo, candidat, admettons, justement à cette présidentielle, même si on le sait, effectivement, il a été radié des listes, mais il a dit qu'il va se battre. Avec tout ce qui a été dit ici, est-ce à dire que l'opposition n'a pas sa chance? On a, Passion Parfendom est revenu là-dessus, Madame Gbagbo a son parti, Charles Blé Goudé a son parti, il y a Fingessa qui est resté, on dit FPI originel, FPI, voilà. Est-ce que cela va porter atteinte, du moins va avoir un impact négatif, bien sûr, en ce qui concerne l'apport ou alors la victoire de cette opposition? Je pense que mon frère Patient Parfendom a dit le fondamental. C'est qu'en réalité, le président Gbagbo est en train de jouer le jeu du pouvoir. Parce que tout à l'heure, Patient Parfendom a évoqué la personne de Blé Goudé. Ouais. Blé Goudé même en réalité il se maîtrise beaucoup. Vous savez qu'il a subi un certain nombre de choses. Sinon, comme lui l'a dit, c'est la politique. Que comme mon père, Laurent Gbagbo, a dit que Ouattara c'est son frère, donc Ouattara c'est mon oncle. Donc c'est son oncle qui l'a envoyé en prison. Parce que quand le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, vous voyez le temps qu'il fait. Parce qu'en réalité, c'est vraiment le fils de Gbagbo. On s'arrête pratiquement au même moment. Quand lui rentre en Côte d'Ivoire, vous voyez le temps qu'il faut pour qu'il ait les simples documents de voyage. Pendant que son père est avec son oncle en train de festoyer, il n'a même pas le droit de rentrer chez lui. Qu'est-ce que son père n'a pas dit à son oncle? Jusqu'à l'heure, tu n'as pas un passeport diplomatique. Hein? Non, pas du tout. Un simple passeport ordinaire. Ouais. Il y a des divisions. Justement, exact. Pas encore été fait. Exact. Tout à fait. Parce qu'en réalité, moi, à la place de Blé Goudé, j'aurais agi presque de la même manière. Parce que ce que le président a fait, c'est pas bon. C'était pas bon. Parce que Pascal a dit, le président c'est le père, c'est le patriarche, même au niveau de la Fingessa. Oui. Le patriarche fait quoi? Chez nous, c'est ça. Hein? Je me rappelle, ma grand-mère, quand elle était vivante, parfois je me fâche. Mais elle même prend son bâton de commandement avec un frère, tu te fâches avec un frère, mais elle essaie de mettre la paix entre eux. Elle sait que c'est l'aîné, c'est le rôle de l'aîné. Mais si c'est l'aîné qui dit, ok, comme toi tu as dit, moi aussi je peux créer pour moi, tu ne peux pas créer. Même sa propre épouse. Parce que vous voyez, Simon crée le parti parce que c'est pour éviter l'humiliation. Son humiliation était préparée par son mari. Chez nous, ça reste son époux. C'est quoi qu'on l'appelle tout Simon Gbagbo. Qu'il enlève, ça envoie de nos bouches. C'est pas sérieux. La priorité pour le moment, selon moi, et comme Passion disait, ce n'est pas de candidater. Mais vous allez comme ça, vous jouez le rôle faites le jeu du pouvoir. Parce qu'il est sûr,
Vous allez comme ça là. Ne venez pas crier demain que Ouattara a fraudé. Parce qu'il n'a pas besoin de frauder pour gagner. Oui, vous en rang dispersé. Vous allez en rang dispersé. Et Ouattara va gagner, vous allez dire qu'il n'y a pas eu fraude. Parce qu'en réalité, vous jouez. Si chacun se disperse, vous voulez quel résultat? Et ce sont de fortes têtes d'enforcement. Exact. Et ne sont pas surpris que, peut-être à la veille des élections, que certains ne pas encore se rallier à Ouattara. Pour mieux le soutenir, pour mieux conforter sa victoire. Et cette fois-là, ça serait une victoire réelle. Donc moi, je pense pour sortir, c'est que le président devrait... parce que le président n'est pas aussi si jeune que cela. Hein. Il devait quand même réunir les gars. Quand on quitte, quand on estime qu'à un moment, l'âge pèse, on veut réunir ses enfants. On ne veut pas le souvenir qu'on veut laisser. Ce n'est pas le souvenir que des gens sont en prison, que des gens sont morts et qu'on laisse les enfants divisés. Parce qu'on veut à tout prix. Parce que je suis convaincu que si le président Gbagbo fait les élections aujourd'hui, là, mais il va perdre. S'il va avec Ouattara maintenant, il va perdre. Parce qu'ils sont dans un rang dispersés. Vous pensez que les gars, parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui soutenaient Simon, vous pensez qu'ils vont voter, ils vont aller voter Gbagbo facilement? Vous pensez les gars qui soutenaient ou qui soutiennent Blégou vont aller là-bas facilement? Vous pensez qu'aujourd'hui, même pour nous, parmi nous les panafricanistes, vous pensez que le bilan que j'ai un peu fait au début de l'entrée, vous pensez que s'il fallait choisir entre le président Gbagbo, entre Ouattara et un bulletin nul, beaucoup agréable le bulletin nul. Donc pour dire que beaucoup de choses ont changé et la priorité, à mon avis, avec tout le respect que je dois au président Laurent Gbagbo, en tant que patriarche, en tant que leader, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, moi je pense que l'heure est beaucoup plus à une certaine réconciliation entre ses anciens alliés d'hier et toute personne qui veut les soutenir. L'heure n'est pas à vouloir seulement se présenter. Si on se présente seul, c'est qu'on joue le jeu du pouvoir. Voilà, donc merci à vous d'Alvarez Goudjou. On va réessayer au standard avant de passer la parole pour conclure avec Passion Parfum d'Homme. Paul depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, for you. Bon, ouais, ça fait un bon moment que je suis les émissions de votre chaîne. Et bon, dans ces temps, par le passé, bon, depuis 2014, je ne faisais que suivre la chaîne Afrique Média. Et puis maintenant, ces derniers temps, For You est arrivé, je suis. Mais on parle souvent, vous parlez souvent à chaque fois j'écoute, bon, les gens parlent de, comment il s'appelle, Laurent Gbagbo, et après sa libération, il n'est jamais venu vous dire merci, ou bien il n'est jamais venu vous voir, ou bien vous accorder une interview. Et bon, moi, je ne sais pas si vous l'approchez pour qu'il vous donne les raisons pour lesquelles jusqu'à présent, il n'est pas encore arrivé chez vous pour vous dire au moins un tout petit merci. Bon, parce que les actes que nous posons là, chacun a ses propres raisons quand il les pose. Donc peut-être que lui, il a une raison pour laquelle il agit de cette façon. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est d'approcher l'homme, de tout faire pour lui arracher une interview à ce sujet. Sinon, bon, ça fait quand même mal, hein, quand vous racontez ça sur Afrique Média et puis sur Afrique comment on appelle ça, For You TV. Ah non, mais moi, quand je regarde tout ça, c'est mal. Donc, pour moi, approchez le monsieur pour vous qui vous dise la raison pour laquelle il s'est comporté comme ça depuis son arrivée de la prison. Voilà, c'est ce que moi, je vais vous suggérer ce soir. Merci bien. Merci à vous également, Paul, depuis la Côte d'Ivoire. On va réessayer, nous dit-on, avec M. Jean depuis les États-Unis. Monsieur Jean. D'accord. Malheureusement, M. Jean ne parvient toujours pas à vous avoir. D'accord, on ne parvient pas à voir M. Jean malheureusement et on va refermer d'ailleurs le standard. Passion Parfum d'Homme, on va sortir avec vous. Non, tout à l'heure je disais que nous sommes en politique. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout ce qui se dit. Je suis quand même obligé de dire une vérité. À un moment donné, le président Laurent Gbagbo a émis le vœu que la chaîne panafricaine de l'époque, Afrique Média, aille l'interviewer.
et j'avais travaillé sur ce sujet. Malheureusement, je crois qu'il y a des malentendus qui n'ont pas permis à ce que cette interview puisse avoir lieu à Abidjan. Et c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui était demandeur. Ça, c'est dans Abidjan. Abidjan. Oui. Mais à Abidjan, c'est lui qui était demandeur. Bon, maintenant, pourquoi il n'a pas appelé, il n'est pas venu au Cameroun? On ne sait pas très bien. Vous savez aussi que la France est aux aguets. Attendez, la campagne, il va venir. Hein? Non, la France est aux aguets. On ne sait jamais. Bon, est-ce qu'il n'a pas envoyé des remerciements au président Paul Biya? Je crois qu'il a envoyé des remerciements au peuple camerounais et c'est plus que costaud, quoi. Mais pour la symbolique, les images. Moi, j'ai vu des images après en Afrique du Sud. Malgré tout ce qui s'est passé entre la veuve de Samora Machel, qui était devenue la nouvelle épouse de Mandela, et Winnie Mandela. Parlant, n'est-ce pas, se faisant des petits trucs rigolant, s'embrassant, sans que cela ne donne lieu... Et Winnie avait toujours été respecté en Afrique du Sud. Mais je ne comprends pas. Je dis, il y a des images. Je parle devant les téléspectateurs. Winnie vous pouvez était les respectée, voir. hein. Où les deux dames ne se regardaient pas finalement en chien de faïence. Pour Winnie, elle a mené son combat. Elle est arrivée là où elle est arrivée. Entre Mandela et lui, le split s'est produit. Mais il restait des camarades. Et que Gracia Machel restait aussi sa camarade. Ce n'est pas parce que c'est elle qui était aujourd'hui avec son homme. C'est parce que vous comprenez. Tout à fait. Et il faut écouter même le discours de Malema au décès de Winnie Mandela en indexant, n'est-ce pas, les pontes de l'ANC qui ont tout fait pour écarter Winnie de... C'était comme une conditionnalité, voilà. En fait. Donc je crois qu'au-delà de ça, ils ne sont pas dans des situations irréconciliables. Moi, je ne crois pas. C'est pour ça que je dis que la gauche ivoirienne, malgré tout ce que nous savons, au vu des enjeux, des perspectives de demain, ils doivent vraiment aller vers la réconciliation, d'abord s'unir. Avant de se lancer donc vous pensez dans que la reconquête du pouvoir. Face à M. Ouattara, Gbagbo n'a pas de chance non, à l'état actuel? Non, ce que je dis, Ouattara va trouver l'excuse facile pour démontrer qu'il a gagné, bien que c'est qu'il ne peut pas gagner. Il ne peut pas battre. Qu'il ne peut pas. En l'état actuel, où cette opposition est divisée, on rappelle qu'il y a quand même eu des législatives. Oui, mais on sait ce qui s'est passé lors de ces législatives. Les unes ont été bourrées. Madame Manu Lassike. Il faut demander aux Ivoiriens eux-mêmes, ils vont vous le dire. Le taux de participation était quasi nul. Il ne peut pas battre Gbagbo, même si c'est comment. Même si les gens sont fâchés contre Gbagbo, n'importe comment, ils voteront Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui aurait dû se passer pour faire un pied de nez à l'Occident, c'était comme après cette décennie de combat, après sa détention de la haine, après sa libération de la haine, que Gbagbo reprenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est devait être une véritable victoire pour notre combat. Moi, je serais parti dans ma tombe avec cette fierté-là. Donc, cette équation reste toujours. Mais maintenant, ce que nous disons, pour que la gauche ivoirienne se donne beaucoup de chances et muscle la possibilité de revenir aux affaires, il faut absolument qu'elle procède par cette union-là. Absolument. Elle n'a pas vraiment de choix. Bon, est-ce que le moment est arrivé pour le président Laurent Gbagbo de passer les témoins? Ça aide d'en juger. Nous ne sommes pas là pour décider à leur place. Mais quand on regarde le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, avec toute la prison, ce n'est pas parce qu'il est très vieux, mais la prison, ça vous diminue sérieusement, non, Mandela Sike? Bon, toi tu n'es même pas encore passé par la case de la cellule, je te comprends. Nous qui sommes passés par là plusieurs fois et humer la prison, nous savons ce que c'est. Ça vous broie. Et à la haine, il était nourri là-bas comment? Même les maladies qu'il a là maintenant, c'est dû à quoi? Personne ne sait. Ces gens ils sont comme ils sont. Donc je crois que politiquement, nous serons heureux de voir la gauche ivoirienne réconciliée. De voir que les divisions qui sont nées de retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et qui dataient déjà, je vous ai parlé de mon séjour au Bénin où je commençais déjà à le voir, et ça aussi qu'on essaie de voir. Maintenant, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire, même pas à toi. Il y a trop la prééminence des églises dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Vous n'allez pas changer la Côte d'Ivoire avec Jésus matin, midi, soir. Moi, je dis ça. Je vous dis ça, mes amis. C'est trop l'histoire de Jésus, Jésus, Jésus. Non. Cette affaire-là, en Côte d'Ivoire, dans tous les camps, hein, je n'exclus aucun camp, c'est quand même quelque chose de terrible. Parce que cette affaire-là, de ce messianisme
qui va venir libérer la Côte d'Ivoire est un frein justement à la Côte d'Ivoire de se doter justement d'une organisation sérieuse capable d'aller à la reconquête de sa propre souveraineté. Parce que tout ce qu'on vous présente, là, les ponts, les machins, bon, heureusement que d'autres comprennent quand même qu'avant Ouattara, il y a eu des chefs d'État qui ont fait des choses. Parce que ceux qui sont à Yamoussoukro, quand ils vont au lycée de Yamoussoukro, c'est au fouet. Quand ils voient la basilique, c'est au fouet. Quand ils voient un certain nombre de choses, c'est au fouet. D'ailleurs, la capitale ivoirienne devait même être à Yamoussoukro. Aujourd'hui, c'est notre cas freine le processus, vous savez pertinemment. Donc, je dis que nous, on ne demande pas grand-chose. On ne demande pas à être récompensé. Ouais. Même si nous savons que d'autres qui n'ont rien fait, ont été récompensés. Ça aussi, souvent, il faut le dire. Il ne faut pas faire la fine bouche là-dessus. Mais on ne demande pas d'être récompensé. Mais, nous méritons quand même. Nous méritons quand même, Dalvaris. Nous avons mené ce combat avec toute notre... avec l'énergie du désespoir. Je te rappelle, le gars... Le combat que nous avons mené pour la Côte d'Ivoire. Quand il est parti en Côte d'Ivoire, il avait oublié son carnet de vaccination. Maître, j'ai oublié le nom, qui est mort. Il est rentré dans le cercueil ici. Et je lui avais dit, avant de voyager pour la Côte d'Ivoire, n'y va pas. Maître Binôme. Ouais, le nom est revenu, Maître Binôme. Maître Binôme. Vous ne citez que celui-là. Je cite même là où Jean Arthur. La liste est longue. Là où Jean Arthur est décédé. Nos amis ivoiriens. Même pas une gerbe de fleurs. Bon, ce n'est pas le moment pour moi de m'étendre longtemps là-dessus. Je n'ai rien demandé. C'est de dire quand même que à la gauche ivoirienne, nous attendons que vous remettez ensemble pour transformer l'essai. Au moins, cette satisfaction morale d'avoir participé à une odyssée qui permet à un digne fils de notre continent qui a été déporté de revenir dans son pays et de reprendre les choses, le destin de son pays en main vers les horizons qu'il nous a montrés. C'est ce que nous vous demandons. Merci à vous, patient Parfendon. Merci également à vous, Dalvaris Kodjo. On reviendra certainement sur cette actualité. Laurent Gbagbo, candidat du moins désigné du PPACI. Maintenant, il y a d'autres paramètres qu'il faut régler. Est-ce que sa candidature sera validée? Car on le sait, il a été radié des listes électorales. On y reviendra certainement dans nos prochaines éditions. D'ici là, donc, chers téléspectateurs, portez-vous bien et on se dit demain, même heure, pour d'autres actualités dans le cadre de votre point sur l'actualité. À très bientôt.